Farmer Streak, l'émission où l'on débriefe chaque journée de Ligue 1. On continue pour ce live et on va parler de la 29e journée. On va revenir sur tous les résultats. On va faire dans l'ordre, hein, du coup, euh, avec les deux matchs du vendredi, avec le Paris FC contre l'AS Monaco. Donc la victoire du Paris FC. Le Paris FC a pas gagné beaucoup de matchs cette saison en Ligue 1. Ils se sont très très bien repris depuis l'arrivée de Antoine Camboré. Donc oui, ils se sont très bien repris depuis l'arrivée d'Antoine Cambaré, mais le Paris FC pourra se targuer d'avoir battu l'AS Monaco deux fois cette saison en Ligue 1, une fois au Louis II et cette fois-ci à Jambouin, victoire 4-1. Au niveau des compos, donc du côté Paris FC, on avait Kevin Trapp dans les cages. Donc Kevin Trapp s'est vraiment installé comme le gardien titulaire, hein. Au début de saison, même au milieu de saison, on avait encore des doutes. Est-ce que Kevin Trapp est le titulaire de cette équipe du PFC? C'est bien lui, hein, Obed Nkombadio est plutôt sur le banc. Après, ça reste un très jeune gardien qui doit progresser. Donc Kevin Trapp titulaire. En défense centrale, c'est Moussa Mbo, hein. Mamadou, pardon. Mamadou, excuse-moi. Mamadou Mbo, bien titulaire dans cette défense. Donc, pas de Otavio, pas de Timothée Kolo-Djezak, pas de. Je sais pas à qui on peut penser. Mais c'est bien Otavio qui est resté. C'est bien Mamadou Mbo qui est resté titulaire dans cette équipe du Paris Saint-Germain aux côtés de la recrue de l'hiver dernier, Coppola. Le défenseur italien en provenance de Brighton, qui est bien titulaire avec Noah Sangui à gauche, Camara aussi, hein, qu'on voyait plus milieu de terrain dans cette équipe du Paris FC, qui fait du super intérim à droite. Au milieu de terrain, donc on avait Pierre Lesmelou, Maxime Lopez, Marshall Mounetzi, évidemment, hein, là c'est un milieu qui bouge pas forcément dans cette équipe de Ligue 1. Et à gauche, on avait Moïse Simon, Ciro Immobilier devant, qui a enfin, je crois qu'il en est à son deuxième but, Ciro Immobilier, et Jonathan Iconé à droite, pardon. Oui, Ciro Immobilier, effectivement, hein, c'est son deuxième but, il avait marqué contre Le Havre le 22 mars dernier lors de la, du coup, 27e journée de Ligue 1. Merde, à chaque fois je ferme mon onglet, voilà. Chiro Immobilier qui a fait un gros match, hein, un but, une passe décisive. euh, donc dans cette victoire du Paris FC. Et Jonathan Iconé aussi qui met un doublé. Alors sur ce match, alors pour la compo de l'AS Monaco aussi, c'est Lucas Radecki qui était titulaire dans les cages évidemment. La défense à 3, Thilo Kerrer, Denis Zakaria, Woodface. Dans cette équipe monégasque, à gauche Simon Ndigra, à droite Jordan Tézé, au milieu de terrain Kamara Bamba et en attaque Folarin Balogun, Ansu Fati et Koulibaly. Voilà. Donc sur ce match, on disait, ça a vite été plié en fait pour le Paris FC. Il y a une déconnexion en début de match, hein, l'AS Monaco qui est mal rentré dans son match. Et donc dès la 4e minute, Jonathan Iconé qui vient marquer sur une passe décisive de Moïse Simon, donc 1-0. Thiro Immobilier dès la 8e qui vient mettre une belle frappe sur une passe décisive de Marshall Mounetzi, donc 2-0 et 21e, 3-0 pour le PFC avec un doublé de Jonathan Iconé et une passe décisive de Chiro Immobilier. En fin de première période, c'est Folarin Balogun qui vient réduire l'écart pour l'AS Monaco. L'AS Monaco qui reste et qui essaye de se relancer dans son match. Voilà. Et donc, réduction du score pardon, pour Folarin Balogun. Et après, en deuxième mi-temps, on pensait que peut-être Monaco pouvait revenir, y croyait. Et c'est Lucas Coleocho qui met un magnifique but. Je vous invite à aller voir la rediff. Qui met un magnifique but à la 71e minute pour plier ce match, en fait, hein. Honnêtement, il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Donc, victoire 4-1 pour le Paris FC. On voit dans les stats, hein, 2,61 d'XG pour le PFC. Possession, hein, du côté de l'AS Monaco, hein, 66% de possession. Même 2,32 d'XG, c'est plutôt pas mal, hein, pour cette équipe monégasque. 19 tirs, 5 cadrés, mais vraiment, voilà, il y a eu cette déconnexion, on le disait, pour Monaco en début de match, et ils en ont pris 3, et ils n'ont pas pu revenir au score. 5 grosses occasions de la part du Paris FC, 2 grosses occasions de la part de l'AS Monaco, 11 corners pour Monaco aussi, c'est à noter. Ah, hein, l'ASM on peut dire qu'il a presque fait un meilleur match que le PFC dans les stats. Mais voilà, des fois le foot est cruel. Et cette équipe parisienne, 4 arrêts de la part de Kevin Trapp, 2 arrêts pour Lucas Radecki aussi, c'est à noter, hein.
Mais voilà, cette équipe du PFC qui a su plier le match quand il fallait, donc dès le début. Cette équipe, depuis qu'elle est avec Antoine Cambaré, elle est devenue plus solide défensivement, déjà ça c'est sûr. Et ils se sont, on va le voir au niveau du classement juste après, on va faire notre check au niveau du classement, mais ils sont quasiment assurés de finir en Ligue 1 la saison prochaine, cette équipe du PFC. Donc voilà, c'est ce qui était voulu par les dirigeants hein, du PFC. Donc mission accomplie, la fin de saison va être plus tranquille pour cette équipe, et ils vont pouvoir préparer leur deuxième saison en Ligue 1. Plutôt tranquillement. Voilà, on va voir si Antoine Camboiré évidemment restera le coach du PFC et ils vont préparer tranquillement, hein, voir quels joueurs ils vont garder, ne pas garder. Ça va être plutôt tranquille, hein. On rappelle, il reste 6 matchs de Ligue 1. Et donc à 35 points, on peut dire qu'ils sont sauvés. Pour cette équipe de Monaco, bon, moi, c'est un coup d'arrêt. Ils étaient sur 7 victoires d'affilée, cette équipe monégasque. Et avec cette défaite, leurs concurrents directs, hein, Lille, Marseille, Lyon, Rennes, se sont imposés. Donc ils redescendent à la 7ème place de Ligue 1. Après, ça reste très serré. On va parler des autres matchs avant de faire un point sur ce classement. Donc voilà, dans cette soirée du vendredi soir, donc le match avait lieu à 19h entre le PFC et Monaco, et à 21h, on a l'Olympique de Marseille avec leur tout nouveau logo, vous le voyez juste là sur Twitch, hein, qui a battu le FC Metz au Vélodrome. Bon, le FC Metz, on sait, on se doute maintenant qu'il devrait descendre en Ligue 2, à part un très très gros revirement de situation. Mais cette équipe du SMS devrait descendre. Et donc victoire de l'Olympique de Marseille au niveau de la compo de l'OM et de Habibey, avec Rouli dans les cages, Medina, Balerdi, Pavard dans cette défense à 3, Igor Pechao à gauche, à droite Timothy Weah, au milieu de terrain Quinten Timber, Pierre-Emile Heuberg, Amin Gouiri en attaque avec Mason Greenwood hein, sur les côtés, et Pierre-Emerick Aubameyang. Pierre-Emerick Aubameyang qui a retrouvé un peu ses jambes d'antan, qui a fait un très très bon match. Qui a marqué, il a même mis un but qui a été noté hors jeu, il me semble, en première mi-temps. Donc voilà, du côté de cette équipe de Metz, on avait 6 dans les cages. Sané Gbama en défense centrale, Kwao à droite, à gauche, Colin. Au milieu de terrain, on avait Dominguez Touré. En attaque, on avait Tsitaishvili à gauche, à droite, Bounassar. Derrière l'attaquant, Gauthier Hein, et devant Habib Diallo. Pierre-Emerick Aubameyang a marqué dès la 13e minute. On disait il a eu pas mal d'actions. Donc l'Olympique de Marseille menait hein, dans cette première mi-temps. Dès le début de la deuxième, c'est Igor Pechao qui vient donner un nouvel avantage, donner un plus gros avantage à l'Olympique de Marseille, pardon. Hein, sur une passe décisive de Mason Greenwood. Mason Greenwood aussi qui fait un bon match, hein, qui met 2 passes décisives pour ses coéquipiers de l'attaque. Lui ne marque pas, mais il est plutôt décisif. Donc 2-0 à la 48e minute, 2-1 dès le deuxième but marseillais, 2-1 pour le FC Metz qui vient réduire l'écart sur une passe décisive de Gauthier Hein pour Tsitaishvili. Donc Marseille, encore une fois, a dû serrer les fesses toute la fin de match, toute la deuxième mi-temps pour ne pas voir Metz revenir sur eux. Et c'est à la 90e plus 3, dans le temps additionnel, que Ahmed Junior Traoré vient marquer sur une passe décisive d'Amin Gouiri. Donc victoire pour cette Olympique de Marseille. Bon, pour le coup, Marseille a douté, même si le FC Metz n'avait pas forcément d'action. Voilà, 54% de possession pour Marseille, 3,55 d'XG aussi. 6 tirs, seulement 2 cadrés pour le FC Metz, 18 tirs, 9 cadrés pour l'Olympique de Marseille. Un seul arrêt de la part de Geronimo Rulli. Si le gardien Messin qui a fait 6 arrêts quand même. Donc c'est Papsi, hein, voilà, je cherche que je lui dise son nom en entier. Donc Papsi qui n'a pas pu sauver son équipe, donc nouvelle défaite pour le FC Metz. Là aussi l'Olympique de Marseille, hein, toujours bien placé dans ce classement de Ligue 1, on fera le gros point juste après, mais voilà, qui n'est pas sur le podium, mais qui reste aux abords de Lille, voire de Lens, en fonction des prochains résultats. La fin de saison va être vraiment très intéressante dans cette Ligue 1. Auxerre-Nantes, donc ça a été un match nul qui n'a pas forcément juste régalé devant ce match hein, à l'Abbé Deschamps. 0-0 entre les deux équipes relégables, Auxerre et barragiste, on le rappelle, hein, et Nantes est 17ème de Ligue 1. Voilà, du côté de ces deux équipes, bon, on va rappeler les compos. Donovan Léon, titulaire au cage évidemment. Oko Diomandé en défense centrale pour cette équipe d'Auxerre. Mensa à gauche, à droite.
Senaya. Au milieu de terrain, Owusu, Kevin Danois. À gauche, Hopgard en attaque. À droite, Romain Fèvre. Derrière l'attaquant, on avait Namaso. Et devant, Lassine Sinayoko. Pour cette équipe auxerroise. À gauche, pardon. Pour le FC Nantes, on avait Anthony Lopez. Au cage, Ali Youssef Koza en défense centrale, Gilbert à droite, Daver Machado à gauche, Coquelin au milieu de terrain avec Kaba et Le Penant, à gauche en attaque Mathis Sabline, à droite Tabibou et devant Ignatius Ganago. Je le rappelle, pour ceux qui n'ont pas l'info depuis 2 semaines, c'est bien coach Vaïd, Valid Halilodic, qui est bien l'entraîneur de cette équipe nantaise. Il a eu une première défaite lors de son premier match, c'était contre que je dise pas de bêtises, c'était la semaine dernière. Évidemment, contre cette équipe. Non, c'était un match nul, pardon. Il avait fait match nul contre Metz. Coach Vaïd, c'est son 3e match. Donc, il avait une défaite et 2 matchs nuls pour le FC Nantes. Parce qu'il me semble que j'avais un article sur ça. Voilà, la situation est de plus en plus désespérée. Nantes, un nul à Auxerre et 2 pieds au bord du gouffre. Donc on va en discuter, on a un petit article, on va faire mi-revue de presse, mi-émission évidemment. Donc pour ce match pour le FC Nantes, donc un 0-0, pas grand chose à dire sur le match évidemment. Au niveau des stats, est-ce qu'il y a quelque chose de notable? Pas forcément. Voilà, 0 tir cadré pour Auxerre. Sinon, à part ça, beaucoup d'arrêts par contre de la part de Donovan Léon qui les maintient en vie. Et donc sur cette équipe du FC Nantes, si je retrouve l'article, voilà, la situation est de plus en plus désespérée. Nantes, un nul à Auxerre et 2 pieds au bord du gouffre. En ne ramenant qu'un point d'Auxerre samedi soir au bout d'un match pourtant plutôt satisfaisant, les Canaries voient les possibilités de maintien s'éloigner. Mais joueurs comme entraîneurs se persuadent que rien n'est fait. C'est un article de Matteo Amgar pour l'équipe. Drapés dans les fumées provoquées par les fumigènes des ultras auxerrois qui fêtaient leurs 35 ans, les Nantais tête basse sont allés applaudir leurs supporters à l'opposé, de loin seulement car cette nouvelle déception malgré un contenu plutôt satisfaisant n'invitait pas à la pavade. Ce point rapporté de l'abbé Deschamps, plus glorieux que celui de Saint-Symphorien le week-end dernier, ne les avance pas vraiment. L'urgence les guette même et à défaut de ne pas perdre, gagner semble toujours être une montagne, et d'un point de vue symbolique, en ne glanant que 2 points sur 6 face à ceux qui l'entourent en queue de peloton. À ce moment crucial de la saison, difficile d'espérer un destin en Ligue 1 la saison prochaine. Il y a de la déception car on fait le match qu'il faut regretter Anthony Lopez, qui n'aura jamais été sollicité, mais on n'a pas réussi à marquer ce but qui nous aurait permis de prendre 3 points. Un constat implacable sur le front. Sur le front de l'attaque, Ignatius Ganago ne s'est pas mis en évidence. Mathis Sabline a été complètement transparent quand Damien Tabibou a alterné les prises de balles entreprenantes et les imprécisions dans le dernier geste. Autour de solides prestations sous la pluie iconaise, Mohamed Kaba, tout comme Nicolas Koza, avaient des bonnes têtes de héros, mais le coup de casque du milieu est passé de peu à côté et le tir du défenseur central du soir, presque surpris de se retrouver seul dans les 6 mètres adverses, a été capté par Donovan Léon, le signe que rien ne va. Sauver sa saison sur 90 minutes est de toute façon rarement une bonne idée et les Nantais le savent, il y a des situations qui peuvent être renversées en très peu de temps. Mais c'est sûr que plus on avance, moins on a de matchs pour faire basculer tout ça. Des exploits, on doit en faire chaque week-end, mais je pense qu'on est encore capable de renverser des montagnes. Ce groupe le mérite. Clamé le portier et capitaine. La situation est de plus en plus désespérée, mais on va continuer. C'est dans la difficulté qu'on montre son caractère. Lancé de son côté, l'entraîneur Vaïd Halilodic, mes joueurs ont tout donné aujourd'hui. Je les ai félicités. Il faut un déclic, il faut réussir à gagner un match et enclencher une série. Rennes, Lille l'ont fait. On l'attend encore, d'autant que l'écart de 5 points avec l'adversaire du soir barragiste est maintenu avant de se coltiner Brest, le PSG, Rennes, l'OM, Lens et Toulouse. Donc, ma calendrier vraiment pas facile pour cette équipe de Nantes. Je voulais y revenir dessus, mais ça a été cité. Tout est possible dans le sport, il faut continuer, rester mobilisé, a assuré le technicien de 74 ans. Toutefois, avec 19 points après 29 matchs, aucune équipe n'est jamais parvenue à sauver sa peau. La Ligue 2 se rapproche inéluctablement. Les supporters canaris, pour oublier leur tracas, peuvent toujours vibrer avec l'équipe féminine, surprenante 4ème et bien partie pour filer en play-off, ou suivre les U19 encore en lice en Gambardella et qualifiés dans le dernier carré. Pas dit que ce soit suffisant pour se consoler. Effectivement, donc voilà, on verra, mais Nantes aussi, on parlait de Metz tout à l'heure, mais Nantes, ça semble être petit à petit scellé pour cette équipe, on ne voit pas dans quelle situation il pourrait se sauver. 5 points d'écart avec Auxerre pour être barragiste.
Et il y a quasiment 9 points d'écart avec l'OGC Nice. L'OGC Nice, on va en parler aussi évidemment. Pour revenir sur ces matchs de Ligue 1, juste là, voilà. Donc Rennes-Angers. On va parler de l'OGC Nice juste après. Mais Rennes-Angers, Rennes avec Francaise, c'est plutôt pas mal. Je crois qu'il y a très peu de victoires. Très peu de défaites, pardon. Donc une nouvelle victoire 2-1 contre Angers. Un but contre son camp de Louer et un but de Moussa El Tamari qui ont donné l'avantage à Rennes. Prosper Peter, voilà, qui est venu réduire l'écart dans ce match contre Angers. Enfin, contre Rennes. Au niveau des compos, Brissamba était dans les cages. C'était un 4-4-2 présenté par Francaise. Francaise aussi qui a petit à petit délaissé son fameux 3-4-3 qui était devenu moins intéressant déjà du côté de l'OGC Nice. Et avec Rennes, il garde plutôt une composition qui marche. Donc Brissamba dans les cages, Quentin Merlin à gauche, Lilian Brassé, Aïd Boutlal en défense centrale, à droite Seydou Sedou. Au milieu de terrain, Moussa El Tamari à gauche, Madi Camara, Valentin Rongier, Ludovic Blas à droite. On va parler de Ludovic Blas aussi sur notre revue de presse. Et Esteban Le Paul devant, aux côtés de Bril Mbolo. Du côté du SCO d'Angers, on avait Hervé Kofi évidemment dans les cages, une défense à 5, Raoul Issoa à droite, à gauche, Ecomier, Lefort Camara, Louer en défense centrale, Mouton, Van, Denboumen et Belkebla au milieu de terrain, et Machine et Sbahi devant. Donc voilà, que dire sur ce match ? Victoire du Stade Rennais, 1-22 d'XG. Ça devait pas être le match de l'année, j'ai l'impression. 15 tirs, 7 cadrés pour Rennes, 6 tirs, 4 cadrés pour le SCO d'Angers, 60% de possession pour les Rennais, donc plutôt une domination. Voilà, les stades vont plutôt du côté du Stade Rennais. 3 arrêts pour Brissamba, 6 arrêts quand même pour Hervé Kofi. Hervé Kofi, même si c'est un peu moins bien pour Angers sur cette deuxième partie de saison, Hervé Kofi, depuis qu'il est revenu de la CAN et même avant, c'est l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1. Il n'y a pas photo. Et il y a un joueur du côté du Stade Rennais qui retrouve des couleurs, qui retrouve le sourire, l'envie de jouer au foot peut-être. C'est Ludovic Blas. En délicatesse avec Abibay, Ludovic Blas est de retour au premier plan à Rennes avec Francaise. Plus souvent sur le banc que titulaire avec Abibay, le milieu offensif rennais Ludovic Blas a retrouvé plus de temps de jeu avec Francaise, des jambes et de l'éclat. C'est un article de Johan Rigaud. Il a été vivement applaudi à sa sortie samedi soir quand Rennes tenait le bon bout contre Angers, car le public rouge et noir a vu un Ludovic Blas qui se retrousse les manches. 7 duels remportés sur 11 et plus haut total de courses à haute intensité. Au-delà d'avoir trouvé Madi Camara dans la surface sur le premier but rennais, de se distinguer dans le jeu combiné quand l'équipe était bien connectée de ses 12 centres et 5 dernières passes avant un tir, c'est sûrement qu'il se sent responsabilisé et le fruit d'un travail de fond quand il jouait moins. On connaît ses qualités techniques et alliées à ses efforts, dont des retours de 75 mètres, ça fait un top joueur, observait son coach Francaise. C'est à lui de l'être tout le temps, c'est beaucoup d'efforts, mais il en a toutes les capacités, il est sur le très bon chemin. Blas est revenu dans le 11 de départ rennais depuis 4 journées quand Sébastien Zimanski n'avait pas été à 100% pour commencer contre Lille. Et alors qu'Arnaud Nordin a manqué les 2 derniers matchs, il tient à y rester. J'ai les jambes, ça revient petit à petit et là j'enchaîne. Le coach me fait confiance, à moi de montrer qu'il ne s'est pas trompé, réagissait-il samedi soir. J'ai beaucoup donné pour l'équipe, il me faut continuer comme ça. En fin de contrat en 2027, le gaucher de 28 ans avait aussi inscrit le premier but rennais à Brest avant de laisser 2 pénaltys au buteur Esteban Le Paul. Et le voilà qui relève donc une saison plutôt frustrante jusque-là puisqu'il ne jouissait pas d'un grand crédit avec Abibay. Plus ancien joueur du groupe dans le temps, Blas était arrivé de Nantes à l'été 2023 pour 15 millions d'euros sous Bruno Genesio. Il était venu pour passer un cap dans une équipe plus ambitieuse, lui qui fut proche de rejoindre Lille en 2022 après 2 saisons à 10 buts ou plus. Mais Rennes a piqué du nez ces 2 dernières saisons et il n'a pu s'imposer comme espéré, même s'il a été bien décisif la saison passée, 6 buts, 9 passes décisives en Ligue 1. Pour l'heure, il est dans une équipe qui peut rêver de Ligue des Champions à 5 journées de la fin et dans un contexte collectif positif et avec de la bienveillance autour de lui, il montre qu'il peut être important et plus complet. Il est aussi celui dont le contrat arrive le plus vite à terme. 2026, Przemysław Frankowski est prêté par Galatasaray, lui jusqu'en 2027 avec option d'achat. Sans qu'il y ait eu encore de prolongation sur la table, ce qui posera la question de son avenir à Rennes cet été. En tout cas, c'est plutôt positif pour Rennes, qui retrouve un Ludovic Blas très bon, concerné, c'est ça aussi. Il est plutôt concerné de Ludovic Blas, donc c'est bon pour lui et bon pour Rennes, qui on disait avec Francaise a retrouvé beaucoup de couleurs.
Et ce Stade Rennais qui est toujours en bonne position hein, pour la saison prochaine. Bon, là, ils sont 6e. Mais pareil, hein, pareil que l'AS Monaco, il y a très peu d'écart entre toutes ces équipes du haut du classement. On y reviendra dessus juste après. Donc pour la journée de samedi, donc Rennes vainqueur 2-1 contre Angers, Auxerre contenante 0-0. Sur la journée de dimanche, victoire 4-0 de Lille contre Toulouse. On va aller sur ce match. Là aussi, Lille, depuis leur élimination en Ligue Europa, et même un peu avant, ça a retrouvé des couleurs avec Bruno Genesio. Moins de blessés, un jeu plus cohérent, peut-être un 11 trouvé aussi pour le coach lillois. On le voit juste là avec Auxerre dans les cages, une défense à 4 avec Ngoy Mandi. À droite, Thomas Meunier. À gauche, Romain Perrault. Les deux latéraux qui ont marqué, hein, à noter. Au milieu de terrain, Ben Taleb, André. Aussi le retour de Benjamin André, ça fait du bien à cette équipe lilloise. Akon Haraldsson derrière, Fernandez Pardo en attaque. Muko à gauche et à droite. Muko à droite et à gauche, Félix Correa. Dans cette équipe de Toulouse, Guillaume Rest, Guillaume Rest dans les cages, Nicolaisen, Kumbassa et Mackenzie dans cette défense à 3. À gauche, Dayan Metali. À droite, Djibril Sidibé. Demba et Caceres au milieu de terrain. Beau à gauche, Donuma à droite et Emerson devant. Voilà, totale domination de Lille, encore une fois, hein, 63% de possession, 2,30 d'XG, 15 tirs, 9 cadrés. Voilà, honnêtement, là aussi, Lille a fait un très gros match. Seulement un seul arrêt de la part de Berkay-Auxerre qui n'a pas pris de but. 5 arrêts pour Guillaume Rest, mais qui a pris 4 buts quand même. Donc sur ce match, Thomas Meunier a ouvert le score à la 23e minute. En deuxième mi-temps, c'est Mackenzie qui se fait expulser dès la 48e minute. Pour un tirage de maillot. Donc voilà, il prend carton jaune et ce qui laisse l'opportunité à Lille de prendre l'avantage. 50e but de Romain Perrault, 55e but de Fernandez Pardo sur une passe décisive de Benjamin André. Et en fin de match, c'est Olivier Giroud qui était rentré, qui vient marquer sur penalty. Donc voilà, plutôt positif. Hein. En plus, il y a des blessés qui reviennent dans cette équipe lilloise. Hein. Ethan Mbappé, Gaëtan Perrin, il a été un peu absent. On disait Benjamin André aussi. Thiago Santos, qui est rentré aussi lors de ce match. Qu'est-ce qu'on peut noter aussi? Verdon, qui est rentré en fin de match. Donc voilà, les seuls blessés du côté lillois, c'est des blessés de longue date qu'on verra seulement la saison prochaine. Donc Lille peut continuer cette fin de saison avec tout son effectif, entre guillemets. Toulouse, voilà. Pour cette fin de saison aussi, bon, ils vont pas être relégués. Il va pas se passer grand chose, hein. Là ça va être un long fleuve tranquille pour Toulouse, hein. C'est essayer de préparer au mieux la saison prochaine, essayer de pas trop descendre au classement, mais voilà, ça va rester dans ce ventre mou de Ligue 1, je pense, pour le TFC et la Ville Heureuse. Toulouse, hein, Lille qui reste 3e de Ligue 1 avec cette victoire et qui enchaîne 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Sur cette équipe de Lille, est-ce que j'avais un petit article? Il me semble, hein, il me semble. Si on perd une fois, on peut retomber en Ligue Europa. De retour sur le podium de Ligue 1, le LOSC veut finir fort. Dans un match à Toulouse qu'il a totalement dominé pour soulager la peine de son entraîneur Bruno Genesio, endeuillé, le LOSC a étiré sa série d'invincibilité et fait un pas supplémentaire vers la qualification en Ligue des Champions. Un article de Nathan Gourdol. La sono du Stadium a évidemment craché du gold et à la faveur de sa victoire 4-0 face à Toulouse, le LOSC a suivi la chanson pour se rapprocher des étoiles de la Ligue des Champions. Son entraîneur Bruno Genesio a d'ailleurs souvent regardé le ciel, lui qui avait choisi de diriger son équipe malgré sa peine liée à la mort de son père Salvatore, 84 ans, dans la nuit de jeudi à vendredi. Une pensée aussi pour Bruno Genesio, hein, qui a perdu son papa. Donc évidemment, voilà, on souhaite lui rendre hommage. J'ai tenu à être auprès de l'équipe, auprès des joueurs, parce que c'est là qu'était ma place. Les joueurs ont fait ce qu'il fallait pour m'amener un peu de gaieté. Il a veillé sûrement en début de match sur l'occasion de Toulouse. Derrière, on a fait ce qu'il fallait pour qu'il soit fier, soufflait le technicien nordiste, la gorge nouée par l'émotion en pensant à ce paternel qui le supportait derrière les mains courantes quand il était enfant.
Alors qu'il avait rejoint samedi soir à Toulouse après avoir accompagné ses proches à Lyon, ses yeux se sont embués à plusieurs reprises sous une pluie fine quand Djibril Sidibé l'a enlacé avant le coup d'envoi, quand le parquage lillois lui a adressé un message de compassion, mais surtout lorsque le groupe et le staff à l'unisson sont venus former une bulle d'affection autour de lui sur l'ouverture du score de Thomas Meunier. Voilà, un peu d'émotion dans ce foot. Souvent on dit qu'il n'en a plus. Voilà, on peut voir hein, qu'on soit adversaire, supporter dans le stade, toute la compassion qu'on peut avoir quand des acteurs de ce sport sont touchés. Et c'est plutôt beau à voir. Je dis souvent que la plus belle des reconnaissances vient des joueurs, de le voir faire ce geste auquel je ne m'attendais pas, forcément, ça m'a beaucoup touché. Ça montre aussi l'esprit de cette équipe. Poursuivez l'entraîneur qui a aussi rendu un hommage appuyé à son staff. Après une question sur le pic de forme physique mouse de son groupe dans ce sprint final, leur travail permet d'avoir des joueurs dans une forme optimale et de pouvoir développer le jeu qu'on souhaite développer. On voit en ce moment qu'on arrive à faire des différences, à garder un niveau de pressing intense pendant 90-95 minutes, qu'on ne baisse pas, qu'on n'a pas de temps faible ou très peu dans ce domaine-là. Ce qui amène aussi beaucoup de fraîcheur et de vitesse. Face à un TFC vite résigné, le LOSC a survolé les débats comme lors du derby contre Lens une semaine plus tôt. Et le score aurait pu être encore plus important, invaincu depuis 9 journées, 6 victoires, 3 nuls. Avec 6 succès sur les 7 dernières, il a repris la 3ème place avec autorité, un point devant l'OM. Son 4-0 l'a aussi rapproché de la différence de but des Marseillais, une donnée à ne pas négliger. Des certitudes statistiques. En comptant 3 points pour une victoire, Lille a toujours fini sur le podium après avoir compté au moins 53 unités après 29 matchs. De quoi rendre la petite musique de la Ligue des Champions audible dans le vestiaire. Bien sûr que non, il reste 5 matchs et on n'a qu'un point d'avance sur Marseille. Si on perd une fois, on peut retomber en Ligue Europa, donc il faut rester fort dans nos têtes. Balayer Hakon Haraldsson, passeur décisif sur l'ouverture du score, et dont l'association avec Mathias Fernandez Parto a encore fait des étincelles. On voit rarement un tel talent et il est si rapide et si doué techniquement, tout le monde voudrait jouer avec lui, encensait l'Islandais au sujet de son coéquipier, qui a provoqué le carton rouge de Mark McKenzie, suivi du coup franc direct de Robin Perrault avant de signer le but du 3-0, son 7ème en Ligue 1 cette saison. On a été chasseur pendant un moment, maintenant on est chassé, mais ça ne change rien dans notre approche. On a cette maîtrise dans le jeu qui apporte aussi cette confiance. Concluez Gaëtan Perrin. Les patrons montent le ton. Bentaleb, Meunier, Mandy, les talents rayonnent comme rarement Fernandez Pardo, Haraldsson, et Lille n'a plus qu'un seul adversaire, lui-même. Voilà pour ce match du dimanche après-midi de 15h. En général, c'est pas les matchs les plus fous à voir. Et c'était même pas le match de 15h, c'était un match à 17h, donc je dis des bêtises. Il y avait un autre match aussi à 17h15, c'était Nice-Le Havre. Alors là, pour le coup, c'était pas la même chanson hein, pour l'OGC Nice. Hein. Je le rappelle, vous avez accès au résumé des conférences de presse d'avant-match sur TikTok et tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat et Thread. On a un peu une équipe de Nice sous pression, hein, un club de l'OGC Nice sous pression. Hein. Ça ne va pas bien pour les Niçois. Là, encore une fois, domicile contre le Havre, ça a été un match nul, un but partout, une ouverture du score pour les Havrais. Alors cette fois-ci, point plutôt positif. Bon, déjà, c'est un point, donc c'est déjà positif. Mais Nice ne s'est pas écroulé, est revenu au score en deuxième mi-temps grâce à Ali Abdi. Et, euh, et c'est plutôt pas mal. On va dire ça comme ça. Donc, pour récapituler, l'équipe niçoise s'est présentée avec un 3-5-2 avec Yevan Diouf dans les cages, Melvin Bard, Kojo Pepra-Opong et Antoine Mendy dans cette défense à 3. À gauche, Ali Abdi. À droite, Jonathan Kloss, évidemment. Au milieu de terrain, Charles Van Noot, Hicham Boudaoui et Morgan Sanson. Et devant, Eli Wahi et Mohamed Alicho. Côté Le Havre, là aussi qui est en grande difficulté en ce moment, je crois que c'est 2 matchs nuls et 4 défaites sur les 6 derniers matchs. Moridio était dans les cages, Moridio qui a fait un très très bon match. Sanganté, Seko et Loris en défense centrale. À gauche, Zouaoui, à droite, Doucouré. Au milieu de terrain, Ebonog, Gournadouat, avec NJ dans la pointe haute, et Alissa Mata et Soumaré devant. Donc voilà, cette équipe de l'OGC Nice, on disait en grande difficulté, qui en avait pris 3 contre Strasbourg la semaine dernière. Des joueurs qui n'étaient pas revenus se placer sur le banc
après à la mi-temps, alors qu'ils étaient remplacés, qui ont été sanctionnés, mais qui ont quand même joué en deuxième mi-temps, donc pour Sofiane Diop et Isaac Johnson, parce que l'OGC Nice va avoir besoin de tout le monde dans cette fin de saison. Il reste 5 matchs pour les Niçois pour se sauver. Là, ils ont pris un match nul. Ça aurait été mieux quand même une victoire pour les Niçois. Mais bon, on va se contenter du point du nul. Que dire sur le match? Honnêtement, j'étais au stade, c'était assez, comment dire, assez long, voilà, pour être sympa. 2,11 d'XG pour Nice, 1,77 pour Le Havre. Voilà, la possession était plutôt du côté du Havre. 15 tirs, 5 cadrés. Alors honnêtement, les 15 tirs de Nice, je les ai pas forcément beaucoup vus. 11 tirs, 6 cadrés pour Le Havre. Là, peut-être un peu plus. Honnêtement, 15 tirs pour Nice, je vois pas. Sur tout le match, je les trouve pas. 4 arrêts pour les gardiens. C'est vrai qu'Evan Diouf a fait 2 gros arrêts déjà, c'est sûr, de ce que je me souvienne. Moridio, donc je le disais, a fait un grand match qui a fait 4 arrêts aussi. Et donc voilà, un nul qui arrange pas forcément les deux équipes, hein. Nice est toujours à 4 points de Auxerre. Et Le Havre qui est seulement à 5 points, donc ça va être tendu, sachant que Nice a un très très gros calendrier pour cette fin de saison. On le redit, on va regarder. On a parlé du calendrier de Nantes tout à l'heure. Nice doit jouer encore contre Lille la semaine prochaine. Strasbourg en Coupe de France. Et après, direction Marseille, la réception de Lens, direction Auxerre aussi à la Baie des Champs. Donc il ne faudra pas le perdre ce match. Et la dernière journée de Ligue 1 sera contre le FC Metz à domicile. Pour cette équipe du Havre, le calendrier se présente comme ça. Ça sera Angers à l'extérieur, réception de Metz, Lille à l'extérieur, réception de Marseille, et le dernier match de la saison du Havre se jouera au Moustoir à Lorient. Donc là aussi, pas un calendrier facile pour le Havre, même s'il reste plus abordable peut-être. Voilà, en tout cas, sur ce match, match nul, un but partout. Pas grand-chose à dire de plus, honnêtement. On verra ce qui se passera la semaine prochaine pour cette équipe de l'OGC Nice. Moi, on va faire quand même ce petit article sur l'OGC Nice, un article de Régis Testelin, pour avoir bien conscience de ce qui se passe à Nice, hein. Après, il y a aussi pas mal de changements dans les bureaux niçois, donc c'est pour ça que au niveau du sportif aussi, ça n'avance pas beaucoup. On est dans l'urgence. Nice évite le pire face au Havre, mais n'avance pas et le maintien en Ligue 1 reste en suspens. En égalisant à l'heure de jeu après avoir beaucoup souffert face au Havre dimanche, le gym a limité la casse en grappillant un point. Mais l'équipe azuréenne est toujours malade, reste 15e avec 4 points d'avance sur Auxerre et son calendrier va se corser. Donc un article, on disait, de Régis Testelin. C'était une belle occasion de se donner de l'air, de doubler le Havre et d'offrir à Claude Puel sa première victoire à domicile avec le gym. C'est vrai que Nice n'a pas gagné en Ligue 1 à domicile depuis le 29 octobre, hein, pour le coup. C'était plus qu'une occasion, c'était un devoir, une mission, quasiment une obligation avant d'affronter Lille, Marseille et Lens lors des 3 prochaines journées. Les Niçois ne l'ont pas saisi, ils sont passés à côté de leur match, battus dans la possession et dans les tirs cadrés, dominés dans l'engagement et l'agressivité, mais pas uniquement. L'équipe havraise n'a pas seulement été meilleure dans les duels, elle a créé plus de jeux. Ses enchaînements ont paru plus fluides. Elle a réussi quelques belles séquences, balle au pied, ayant contraint Yevan Diouf à des arrêts décisifs face à Fodé Doucouré et Ali Samata, et surtout elle a inscrit un très joli but grâce à son attaquant tanzanien. Nice s'est fait bouger, parfois même balader, et certains de ses joueurs ont semblé en perdition, notamment Ali Abdi, dont le déchet a été colossal jusqu'à ce qu'il efface tout cela en égalisant de près après un coup franc frappé par Jonathan Klaus et relayé 2 fois par Morgan Sanson puis Antoine Mendy. Forcément, cette égalisation a bouleversé la phase du match, le public s'est piqué de l'espoir d'une improbable victoire au forceps et les Aiglons eux-mêmes ont peut-être cru au déclic. Une splendide reprise de Klaus a même forcé Moridio à une belle envolée. Mais ce Nice-là, toujours aussi fragile défensivement et suspendu aux appels en profondeur d'Eliwahi, n'en a pas fait assez pour l'emporter. Et pourtant, Klaus, encore lui, a eu une belle balle de match au bout du pied et du temps additionnel. Ah oui, aussi, ce temps additionnel là où il y avait eu des belles actions, Nice a totalement tout gâché, a fait n'importe quoi. Honnêtement, c'était assez fou à voir, hein. On parle de l'action de Jonathan Klaus, là, c'est vrai que c'était une belle frappe, un très bel arrêt de Moridio, mais pour le coup, là, les dernières actions, ça a été vraiment.
Ils en ont vraiment fait n'importe quoi, les Niçois. Voilà, il aurait dû frapper comme une mule vers le but de Moridio, donc c'est une autre action de Jonathan Klaus. Depuis son côté droit, il a préféré centrer, mais il n'y avait personne comme trop souvent. Le gym a raté son match, mais n'a pas perdu. Sa dynamique reste d'une médiocrité confondante, mais le point qu'il a pris ne doit pas être négligé. Ces joueurs transpirent le doute, mais ils ont quand même su réagir, pas assez, mais suffisamment pour montrer à leur public qu'ils bougent encore. De tout ce qu'il a vu, Puel a retenu la réaction, l'égalisation, le sursaut, la vie, l'espoir. Lorsqu'on lui suggère que tout cela risque de mal finir à ce rythme-là, avec ce calendrier-là, avec ce déchet technique-là, il se bat. On est dans l'urgence et le déchet technique, c'est normal, assure-t-il. Mais moi, je veux voir une équipe qui ne subit pas. Si on marque les premiers, ou si on est capable d'avoir un scénario à notre avantage, alors on finira par trouver plus de justesse et de confiance. Ce soir, c'était le minimum syndical, mais c'est ce que je veux voir de mon équipe. Il conçoit que ce résultat n'est pas bon tout en réfutant l'idée que son équipe est lâchée. Les gars, ils y sont, a-t-il martelé. Ils s'emploient et nous, le staff, on est là pour les soutenir et les inciter à se libérer. Les Niçons ont 4 points d'avance sur la 16e place. Ils doivent jouer à Lille et à Marseille, puis contre Lens-Auxerre, le fameux 16e, et finir contre Metz. Dans l'idéal, il faudrait ne pas perdre en Bourgogne et battre Metz. On connaît nos prochains matchs. On ira à Lille, à Marseille et n'importe où ailleurs pour gratter des points. Promettez un Puel sonné par cette nouvelle désillusion, mais toujours debout. Donc voilà pour l'OGC Nice. Bon, l'article sur Dante qu'on voulait faire tout à l'heure, on en parlera peut-être un peu plus tard, hein, mais il devrait être retour. On sait que Dante va fait sa dernière saison avec l'OGC Nice, hein, et après il prendra sa retraite. On sait qu'il a eu ses diplômes UEFA, et donc on pensait le voir dans le staff de l'OGC Nice, ou peut-être avec les équipes de jeunes, et ça serait plutôt du côté du Bayern Munich que Dante pourrait prendre une équipe, hein, l'équipe des U23 du Bayern. Donc on aura le temps d'en reparler, on verra quand ça sera officiel ou non pour le capitaine Dante. Voilà, donc il nous restait un match, la victoire de l'Olympique Lyonnais contre Lorient. Lorient, ça a pas mal bougé aussi cette semaine. On a appris le départ d'Olivier Pantaloni dans cette équipe lorientaise en désaccord avec sa direction et ses dirigeants, un Black Knight Football Club. Et donc voilà, défaite de Lorient, victoire 2-0 pour l'Olympique Lyonnais, un but de Yaremchuk et de Corentin Tolisso. Sur les compos, c'était Dominique Grève dans les cages côté Olympique Lyonnais avec Abner Vinicius. À gauche, Moussa Niakhaté, Clinton Mata en défense centrale. À droite, c'était le jeune Kango, hein, qui a de plus en plus de temps de jeu avec cette équipe lyonnaise. Tyler Morton, Noah Narté, Maitland Niles au milieu de terrain. À gauche, Afonso Moreira. À droite, Rachid Ghezal, deuxième titularisation pour Rachid Ghezal. Et devant, l'Ukrainien Yaremchuk. Corentin Tolisso, le capitaine, était sur le banc. Hendrik aussi. Tanner Tessman aussi, Ruben Kluivert. Donc pas mal de changements dans cette équipe lyonnaise qui a abouti à une victoire quand même. Pour cette équipe lorientaise, on avait Vogo dans les cages, Meite, Adjei pardon, et Faye dans cette défense à 3. Lebris à droite qui s'est blessé lors du match, Kwasi à gauche, Avom Kadjou au milieu de terrain, Makengo, Pagis et Bamba Dieng devant. Donc voilà, victoire 2-0, ça s'est décanté en deuxième mi-temps avec l'entrée de Hendrik et de Corentin Tolisso quand même lors de ce match dans les stats, hein, plutôt équilibré quand même. 53% de possession pour Lyon, 11 tirs 5 cadrés, 12 tirs 6 cadrés pour Lorient. Voilà, 6 arrêts de la part de Dominique Grève. Dominique Grève, lui aussi, qui fait une très très grosse saison, un peu sous-estimé, je pense, ce gardien, hein, parce il est arrivé d'un peu de nulle part, mais il fait une très très grosse saison, Dominique Grève, quand même, dans les cages lyonnaises. Et 3 arrêts pour M. Vogo du côté de Lorient. Donc on disait, hein, c'est les entrées à la mi-temps de Corentin Tolisso, Aurel Mangala et Hendrik qui ont fait la différence. 49e but de Yaremchuk sur une passe décisive de Hendrik. Et là aussi, sur une percée de Hendrik contrée par le gardien de Lorient, c'est Tolisso qui reprend le ballon de la tête et qui vient mettre le deuxième but. Donc victoire pour Lyon qui met fin à l'hémorragie, on va dire. Après plusieurs matchs nuls et plusieurs défaites, ça faisait 9 matchs, 9 ou 10 matchs, je crois que l'Olympique Lyonnais n'avait pas gagné. Et donc, il retrouve le goût de la victoire pour cet Olympique Lyonnais. Donc voilà. Est-ce qu'on a... Oui, on a un petit article. On a un petit article pour
cette équipe lyonnaise juste là. Grâce à ce changement à la mi-temps contre Lorient, l'OL reste en droit de rêver à la Ligue des Champions. Après 9 matchs sans victoire, toutes compétitions confondues, l'OL s'est enfin imposé contre Lorient 2-0 dimanche grâce à son gardien Dominique Greff et à 3 changements salvateurs dès la pause. Lyon est 5e à 2 points de Lille, 3e. Un article de Régis Dupont. Il en faut peu pour être heureux, parfois. Ce dimanche soir, il a suffi de 10 grosses minutes bien troussées, un quart d'heure à tout casser, pour que l'humeur lyonnaise passe du maussade à l'optimisme avec cette victoire sur Lorient, qui replace l'OL au cinquième rang de la Ligue 1. Ce résultat met fin à une série de 9 rencontres sans succès, mais il ne déclenche pas nécessairement une nouvelle série. Parce que la formation de Paulo Fonseca se déplacera au Parc des Princes le week-end prochain, et parce que son entame de deuxième période réussie n'efface pas complètement la bouillie qui a précédé, ni les occasions offertes à l'adversaire en fin de rencontre. Lyon a gagné, Lyon est la troisième meilleure équipe de Ligue 1 sur l'année civile, et Lyon a retrouvé avec Ruben Cleviert, entré à la 85e minute, un élément capable de redonner du peps à sa défense. Mais Lyon a aussi livré une première période d'une rare faiblesse, saluée d'une bronca inédite à la pause. C'est la période vécue par l'équipe, c'est 9 matchs à justifier Fonseca, mais j'ai dit aux joueurs qu'on devait continuer à être fort mentalement. Un but change rapidement l'attitude du public. Ces choix initiaux n'ont pas fonctionné entre la deuxième titularisation de Rachid Ghezal cette saison au détriment d'Hendrick ou le repositionnement d'Hensley Maitland-Nice au milieu pour ménager Corentin Tolisso. Et à la fin de la première période, l'OL aurait pu récolter bien pire que la colère de ses supporters sans un grand Dominique Greff, auteur de son premier arrêt d'envergure à bout portant sur un mouvement collectif qui avait envoyé Bamba Dieng à la reprise face au gardien slovaque. Héros du soir, Greff incertain jusqu'au dernier moment, mais les Merlus ont la mauvaise habitude de mal démarrer leur deuxième période. Un point noir sur notre saison a reconnu leur entraîneur Olivier Pantaloni, et la triple entrée d'Aurel Mangala, de Tolisso et de Hendrick a confirmé la faible reprise morbihannaise. Comme cela peut arriver pour les entraîneurs maintenant, lorsqu'ils peuvent changer la moitié de leurs joueurs de champ en cours de partie, Fonseca lui a soudain eu tout bon après avoir eu tout faux. Son attaquant brésilien a réussi un premier débordement sur son premier ballon. Il a déposé l'un des suivants sur la tête de Roman Yaremchuk et son tir, repoussé par le gardien, est retombé sur le crâne de Corentin Tolisso, déjà à l'origine de l'ouverture du score en écartant le jeu vers Hendrick. Le joueur prêté par le Real de Madrid a largement contribué au réveil lyonnais, mais la présence sur la pelouse du capitaine s'est avérée fondamentale et l'apport de Mangala non négligeable. Nous avions besoin d'une autre tranquillité émotionnelle, de joueurs plus expérimentés au milieu, a expliqué le coach portugais. Il a aussi confié que Greff, le meilleur lyonnais de la soirée, avait été incertain jusqu'au dernier moment en raison de soucis gastriques qu'il avait envoyés à l'hôpital la veille. Le Slovaque a pourtant évité aussi une fin de soirée sous tension en détournant brillamment une frappe croisée d'Arthur Avom, et Nathaniel Adjei s'est chargé tout seul de manquer le cadre. Offrant à l'OL un 22e match sans rien encaisser cette saison, toute compétition confondue, ça fait du bien d'avoir des sentiments positifs après une rencontre, a reconnu Fonseca après ce succès qui intervient près de 2 mois après le précédent, 2-0 contre Nice. Il a préservé Tolisso la moitié du match tout en exposant à nouveau son caractère fondamental, des pieds à la tête. Aucun autre en Ligue 1 n'a inscrit plus de buts de la tête que le capitaine lyonnais depuis 2025. 6 buts. C'est un joueur très important qui aurait pu faire plus de matchs cette saison sans ses problèmes physiques. Physiquement justement, Lyon a fini par piocher, presque par trembler, mais reste en droit de rêver à 5 journées du terme. L'OL présente exactement le même bilan comptable que la saison passée. Il était alors 4e et avait fini 2 rangs plus bas au classement. Il y a encore moyen de mieux faire. Voilà pour cet Olympique Lyonnais, voilà pour cette 29e journée de Ligue 1. Je ne sais pas pourquoi je dis 26e. Sur le classement de Ligue 1, donc du coup pour faire un point. Donc déjà les résultats, on répète. Paris FC a remporté son match contre Monaco 4-1. Marseille a remporté 3-1 contre Metz. 0-0 entre Auxerre et Nantes. Victoire de Rennes contre Angers 2-1. Victoire de Lille à Toulouse 4-0. Match nul entre Nice et Le Havre. 1 but partout à l'Alliance Riviera. Et victoire 2-0 pour Lyon contre Lorient. Évidemment, le match reporté entre le Paris Saint-Germain et Lens aura lieu plus tard. Ce report qui a fait pas mal polémique. Donc le match n'a pas eu lieu. Sur le classement, donc le Paris Saint-Germain reste tout de même premier de Ligue 1 avec 2 matchs en retard. 63 points pour le Paris Saint-Germain. Deuxième, Lens aussi reste deuxième malgré ce match en retard. 59 points.
3e du coup sur le podium, on a le LOSC avec 53 points. Notez bien le nombre de points les amis, hein, c'est hyper important. Donc le LOSC 3e avec 53 points, Marseille 4e avec 52 points, l'Olympique Lyonnais 5e avec 51 points, 6e le Stade Rennais avec 50 points et l'AS Monaco 7e 49 points. L'AS Monaco pour l'instant n'est pas dans les places qualificatives à l'Europe, que ce soit en Conference League, à l'Europa League ou en Ligue des Champions, mais comme on le disait, rien n'est joué. Sur le reste, Strasbourg, à mon avis, ça va être compliqué d'aller chercher les places européennes, même s'ils sont 8e avec 43 points. Pour le reste, ça va être du ventre mou de fin de saison de Ligue 1. Et en bas du classement, Metz, dernier, 18e avec 15 points. Nantes, 17e avec 19 points. 16e et barragiste Auxerre avec 24 points. Il y a 4 points d'écart avec le 15e Nice, 28 points. 14e Le Havre avec 29 points. J'espère que tout a été clair pour vous. Le meilleur buteur de Ligue 1 reste Esteban Le Paul avec Joaquin Panicelli avec 16 buts chacun. Et donc pour les matchs de la 30e journée de Ligue 1, on aura le droit à Lens-Toulouse vendredi soir. Samedi, Lorient-Marseille, Angers-Le Havre, Lille, OGC Nice. Lille, OGC Nice, oui. Et pour dimanche, on aura Monaco-Auxerre. Normalement, je serai au Louis II pour ce match. Metz, Paris FC, Nantes, Stade Brestois, Strasbourg, Rennes et le PSG, le match du dimanche soir, le PSG contre l'Olympique lyonnais. Voilà. Voilà pour ces matchs de la 30e journée. Donc on va s'arrêter là les amis pour cette émission Farmer Street et on se retrouve bientôt. N'hésitez pas à aller checker la chaîne YouTube, les plateformes de podcast, les réseaux sociaux aussi. On essaye d'être de plus en plus actifs, en tout cas actifs. Bah, je le redis, merci à tous et on se retrouve demain en tout cas pour l'actu du jour, 10h midi. Ciao les amis, ciao ciao.